Tous les vendredis, la Grande Table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession, de part et d'autre du journal de la rédaction, de disciplines différentes avec des critiques affectés par la crise, bien sûr, désolés par le confinement, mais qui résistent pour proposer des choses à voir, à lire et à écouter. La critique. Lucile Comot. Aujourd'hui, sous les feux de la critique des tribunaux, le FBI, des fauteuils vides et même Donald Trump, tout à l'heure deux séries, celle que Canal+ propose sur les rapports de la Maison-Blanche et du FBI, The Comey Rule, et puis The Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant, mais pour l'heure, place au cinéma. Je suis en compagnie de Jérôme Momcilovic, critique de cinéma, et de Thierry Chaise, rédacteur en chef du magazine Première et critique cinéma pour Ouest France. Tout de suite, un petit point qu'on serait bien passé de faire sur ce qui se passe pour le cinéma après la nouvelle du reconfinement. Les salles de cinéma ont finalement fermé. À nouveau, les distributeurs repoussent les sorties des films prévus pour cette fin d'année. Thierry Chaise, de quel œil est-ce que vous voyez la situation ? Un œil assez triste et assez inquiet. Il y avait une bonne chose dans tout ce marasme, c'est que les entrées avaient l'air de repartir. Ce qui prouve qu'on ne va pas au cinéma comme au restaurant, mais on va voir certains films. Et il se trouve que certains films, alors Albert Dupontel avec Adieu les cons, Antoinette dans les Cévennes, certes, mais aussi Adolescent de Sébastien Lifshitz, avait fait des scores sans doute supérieurs à ce qui aurait été fait sans cela. Mais il faut dire qu'il n'y avait aussi pas de blockbuster américain et que c'était... Oui, mais des gens auraient pu ne pas venir, malgré tout, ça pourrait être cassé. Donc le lien n'est pas cassé. Simplement, c'est vrai que pour tous les exploitants notamment qui ont fait tous les efforts possibles, pour tous les distributeurs qui ont fait tous les efforts possibles, on a l'impression que cet argent a été vraiment investi pour rien, et l'énergie pour recommencer sera difficile. Après, le cinéma, contrairement aux autres arts en France, c'est toujours mieux sorti, je dirais, parce que les professionnels sont plus soudés entre eux, les plus gros et les plus petits, et que les différents métiers sont soudés entre eux. J'ai peur, en voyant certaines réactions, que ce qui marchait comme ça soit en train un peu de se défaire et qu'exploitants et distributeurs, par exemple, puissent rentrer dans une espèce de combat pour une survie et qui mettrait le cinéma à mal. Il y a beaucoup de films qui sont sortis directement sur plateforme. Disney a annoncé par exemple que le prochain Pixar, qu'on attendait beaucoup, sortira sur Disney+ directement, alors que ça devait être une des grosses sorties de cette fin d'année. J'ai entendu ce matin Valérie Lemercier, elle, qui à l'inverse a annoncé que son film Aline, qui est une sorte de biopic comique de Céline Dion, qui devait sortir en novembre, elle veut absolument le maintenir en salle et pas le sortir sur plateforme. Mais on voit en fait que Disney a cet avantage pour eux et cet inconvénient pour nous d'avoir la plateforme qui permet de sortir. Beaucoup d'autres films américains n'ont pas. C'est-à-dire que la question, par exemple, se pose pour le James Bond, où on sait que les plateformes ont fait des offres délirantes et que pour l'instant, James Bond résiste. Le cinéma français, les films qui sont sortis sur les plateformes pendant le confinement s'appellent Forte, Brutus versus César et aujourd'hui Bronx d'Olivier Marchal. On ne peut pas dire que ce soit à la hauteur du film de Valérie Lemercier. Donc je pense qu'il y a quand même, d'autant plus que Valérie Lemercier a commencé à faire des avant-premières, a commencé à projeter son film à la presse, que les rumeurs sont bonnes. Ça me paraît en France, on a un attachement à la salle malgré tout, et on a un cinéma qui est quand même plus d'auteurs que de simples producteurs, qui fait que ça peut tenir pour un petit moment encore. Jérôme Momcilovic, la perspective de ne regarder des films que sur petit écran, comme d'ailleurs le film dont on va parler dans quelques instants, le film de Sorkin, ça vous fait quoi ? Bah forcément, c'est pas ultra réjouissant. Après, je suis d'accord avec tout ce que disait Thierry. Juste une précision, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, ce basculement vers les plateformes, en fait, c'est plus une accélération très très brutale de quelque chose qui de toute façon était en train de se passer. Et on parlait de Disney tout à l'heure. Le truc, c'est que Disney a racheté la moitié des studios hollywoodiens. Donc de fait, tout ce qui était devenu le blockbuster aujourd'hui va s'éparpiller complètement, mais ça c'était un projet déjà de longue date, c'est-à-dire que l'idée du blockbuster comme on appelle ça depuis 10 ans le tent pole aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment le haut de la tente, le piquet de la tente, on sort complètement de ce système-là, puisque en gros il n'y aura plus de piquet, la salle ne sera plus du tout le point de référence. Donc je pense que ça va changer quelque chose fondamentalement dans l'écologie du cinéma de grands spectacles. Mais ça, encore une fois, le Covid ne fait qu'accélérer brutalement quelque chose qui était déjà en cours, quoi. Thierry Chaise, un dernier mot ? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, et je pense que il y a l'angoisse des professionnels, en tous les cas actuellement français, de toute la culture, c'est qu'il n'ait même pas été cité lors du discours du président Macron l'autre soir, et on sait bien que les mots sont des symboles, mais les symboles aujourd'hui sont forts, et que l'absence de ce mot-là a été très durement ressentie. France Culture, la critique
Lucille Como. On poursuit cette émission avec un film sorti sur Netflix il y a quelques semaines, Les 7 de Chicago, du scénariste et réalisateur américain Aaron Sorkin. On le connaît, Aaron Sorkin, surtout pour sa série À la Maison Blanche, mais aussi pour le film The Social Network sur le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Un cinéma souvent bavard, cérébral, passionné par les institutions. Dans ce dernier film, il s'intéresse à un procès, celui de 7 hommes accusés d'avoir organisé les violences qui ont émaillé la Convention démocrate de 1968. Des activistes d'horizons variés, issus du mouvement hippie, de la gauche américaine étudiante, globalement de la lutte contre la guerre au Vietnam et des Black Panthers. You know why you're on trial here? You all right? I was until I saw that. Martin's dead. Bob is dead. When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Un casting de luxe pour ce film. On peut citer Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, ce formidable acteur qu'on voit chez Spielberg, et même Kevin Costner. Thierry Chaise, un premier regard sur ce film d'Aaron Sorkin. Moi, je me régale de l'amour qu'il a des mots. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que la mise en scène passe par le dialogue. L'idée là que la démocratie, c'est aussi l'art du langage. Alors, le premier regard, c'est que évidemment, quand d'autres gens que lui s'emparent de ces scénarios, je pense évidemment à David Fincher, ça va beaucoup plus loin. Mais moi, là, j'ai appris des choses et je me suis régalé. Il faut savoir que lorsqu'en 2007, Spielberg lui avait proposé de réaliser ce film, il avait décliné parce qu'il ne connaissait pas cette histoire. Et j'étais un peu comme lui face au récit quand il a débuté. Jérôme Momcilovic. Moi personnellement je trouve ça salement raté pour être clair et au sens aussi où ça révèle quelque chose justement des limites d'Aaron Sorkin, scénariste et surtout cinéaste, enfin d'abord cinéaste et puis de manière un peu plus surprenante scénariste. Le Social Network c'est un chef-d'œuvre, sa série à la Maison Blanche était admirable et malheureusement là on retombe sur un cliché dont il est difficile de se débarrasser. Moi en regardant la série je me suis dit, parce que j'avais vu son premier film en tant que réalisateur qui s'appelait Le Grand Jeu qui était quand même vraiment pas terrible, et je m'étais dit il faut surtout pas tomber dans ce cliché du film de scénariste avec les défauts qu'on a envie de voir dans les films de scénaristes. Malheureusement, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur la question de la parole, ce dont parlait Thierry, il s'est fait connaître en réactivant une vieille formule hollywoodienne du cinéma classique, qu'on appelait le walk and talk, c'est-à-dire des personnages, dans certains films de Howard Hawks, par exemple, La fille du vendredi, souvent les scénarios de Ben Hecht, par exemple, des scénarios dans lesquels la parole, effectivement, donne le mouvement, donne l'élan à la mise en scène, ce qui est aussi un peu une manière de vampiriser le travail de la mise en scène, sauf que ces scénarios-là, il faut à l'inverse, la puissance d'un grand metteur en scène pour en quelque sorte dompter la puissance du scénario. Quand il est seul aux commandes, ce qui se passe, là je trouve que le film se heurte à deux écueils. Le premier, c'est un écueil de mise en scène. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un film de procès. Donc c'est un dispositif statique et qui, à ce titre, est encore plus exigeant du point de vue de la mise en scène. Il ne sait clairement pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'on a droit à des contre-champs pendant à peu près tout le film, enfin des chants contre-champs pendant tout le film. L'autre problème, pour moi, c'est un problème dramaturgique. Et là, qui a trait au sujet, c'est que les films de procès, en général, sont intéressants quand il y a un enjeu, une énigme et quelque chose qui est constamment relancé par les différentes dépositions. Ici, on est dans le cadre de ce qu'on aurait appelé dans les années 70 une fiction de gauche, bon teint, voilà. Donc c'est-à-dire que le seul sentiment qui est laissé au spectateur, c'est un sentiment d'indignation constant qui finit presque par s'annuler, puisqu'au fond, il s'agit de représenter l'arbitraire du pouvoir et qu'à chaque fois, on a l'impression qu'une brèche est en train de s'ouvrir, l'arbitraire du pouvoir retombe, voilà. Et ce que veut montrer Sorkin, c'est que cet arbitraire-là était à peine croyable. Le problème très concret du film, c'est que du coup, il n'arrive pas à nous faire croire à ces situations-là. Moi, je ne crois pas à ce que je vois, alors que je sais que l'histoire est vraie et passionnante. Thierry Chaise. Non, alors je suis entièrement d'accord sur l'idée de la réalisation. Moi, j'avais vraiment trouvé Le Grand Jeu d'un ennui total, et là, je me suis beaucoup ennuyé. Là, le plaisir que j'ai, moi, et c'est quand même dans sa direction d'acteur, c'est-à-dire qu'il y a, on considère mal le personnage qui est le plus fort, le plus payant, c'est Sacha Baron Cohen, vraiment, que moi, j'ai découvert complètement
complètement. Sacha Baron Cohen, c'est un acteur qui joue Borat, qu'on connaît dans un registre Voilà, Bruno, très toujours burlesque. grimé et burlesque. Et qui là joue Abby Hoffman, c'est-à-dire le leader du mouvement hippie. Voilà, et qui est donc, et on peut le lire comme vraiment d'ailleurs un miroir par rapport à son propre travail, c'est-à-dire que quand on le voit sur scène notamment dire des choses, on a l'impression de le voir en spectacle. Et je trouve que, en fait, c'est la mise en abîme, c'est ce que ce film raconte, il est fait pas à n'importe quelle période. Le fait que ce film sorte alors que les élections vont avoir lieu, c'est aussi une volonté. Il raconte aussi tout, à travers ses personnages, tout ce qu'était la gauche à l'époque, mais tout ce qu'est la gauche d'aujourd'hui, on peut dire de Biden. Donc, en fait, moi, j'ai goûté ce film par moments presque malgré lui, mais avec ce plaisir quand même des comédiens. Moi, je trouve qu'il résonne fort quand même ce procès, au-delà d'ailleurs des élections américaines, aujourd'hui, même en France, sur l'espèce de crainte d'une gauche qui se coaliserait, de cette espèce de mise dans un même sac récemment en effet, de partis politiques, de syndicats étudiants, cette espèce d'islamo-gauchisme qu'on commence à agiter comme un drapeau rouge. Alors peut-être que ce contexte-là m'a procuré un intérêt pour le film, mais les tensions dont vous parlez et qui vous manquent à vous, Jérôme Momcilovic, elles existent dans les dialogues entre eux. C'est-à-dire que la question c'est, est-ce que tous les 7, vous vous êtes coalisés ? Est-ce que tous les 7, vous vous êtes organisés, malgré vos différences idéologiques, malgré vos différences de classe, pour créer de la violence ? Et là, il y a de la tension quand même, un petit peu, Jérôme Momcilovic. Il y en a sur le principe, et pour moi, c'est là où on retrouve à nouveau un problème de mise en scène, c'est que quand Thierry parlait de mise en abîme, pour moi, il y a une forme de mise en abîme aussi qui est complètement involontaire dans le film. C'est-à-dire qu'on parlait du personnage de Sacha Baron Cohen. Moi, là où je trouve que le film est mort d'emblée, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous déguisés. On a l'impression qu'ils sont déguisés, et j'ai un doute sur le ton, en fait, qu'a choisi Aaron Sorkin, parce que lui... C'est fait exprès, ça, par exemple, évidemment, non, vous pensez pas ? Pas seulement, c'est-à-dire que pour le coup, pour moi la mise en abîme, là où elle se trouve, c'est que Sacha Baron Cohen joue l'artiste pendant tout le film, joue le saltimbanque, et la révélation à la fin ou dans les derniers moments, c'est qu'en vérité c'est un intellectuel, et qu'il est, alors ça c'est vraiment un cliché absolu de ce genre de film de procès politique américain, c'est qu'il est l'héritier de Lincoln. Lincoln qui a toujours été connu comme un grand blagueur et un orateur formidable. Bon, moi je sens surtout à ce moment-là Aaron Sorkin faire un plaidoyer pro domo, quoi. C'est-à-dire que c'est lui à ce moment-là, voilà. Mais je trouve qu'il y a une sorte de ton un peu presque rigolard, un peu lointain, moi qui m'étonne, parce que c'est un film qui est de toute évidence sincèrement militant, etc., etc. Mais en fait, quand un scénariste veut faire un film comme ça, en général, il se repose sur quoi ? Il se repose sur le montage. C'est-à-dire, il faut que tout le montage soit perpétuellement narratif. En gros, le modèle, c'est Scorsese, ou ça serait P.T. Anderson aujourd'hui. C'est ce qu'essaie de faire Sorkin ici. Il faut avoir beaucoup de style, il faut être un grand cinéaste pour réussir ça. Pour moi, c'est complètement raté. Thierry Chaise, sur le régime d'image, donc il y a en effet le film de procès, et il y a, moi c'est là que je trouve ça un peu plus malheureux en général, des flashbacks de scènes d'action, de révolte, de discours, qui se situent donc en 68 à Washington, à Washington pendant la Convention démocrate. Je trouve que ça fonctionne, mais une fois encore, vraiment, la mise en scène en effet pâtit, c'est-à-dire que c'est toujours un petit peu scolaire, c'est-à-dire qu'il y a un côté pédagogique dans ce film, qui est sans doute lié au fait que lui-même ne connaissait pas l'histoire et est rentré, et donc la pédagogie se retrouve aussi dans une mise en scène où ces flashbacks arrivent de quelque chose quand même d'assez convenu, répété. On est dans une espèce de redondance permanente. Alors moi je suis d'accord, c'est que cette scène-là, elle marque en soi, elle réveille un peu d'ailleurs, elles sont là un peu pour réveiller le procès, et c'est presque des scènes qui ont cette fonction-là, je dirais. Et plus que dans les scènes du récit, après dans leur réalisation, là encore, ça m'emporte pas. Je pourrais être plus énervé par ce qu'a fait Danny Boyle de son Steve Jobs, par exemple, mais qui au moins secouait quelque chose où j'aurais pas cet avis plus. Je trouve le film sympathique, mais je pourrais être. Au moins, Danny Boyle était pour ou contre. Là, je suis bien au contraire au milieu. Jérôme Momcilovic. Oui, non, mais c'est difficile. Évidemment, les intentions sont très louables. Après, je trouve qu'il est quand même justement sur l'effet miroir avec le contemporain. Je le trouve un petit peu balourd, pour ne pas dire très balourd par moment. Typiquement, quand Bobby Seals, le leader des Black Panthers, se fait étrangler en plein procès, on a quand même déjà très bien compris de quoi on parle. On le sort du procès parce que son attitude ne convient plus, et on le ramène, on le bâillonne en fait. Il est complètement... On l'étrangle, et Sorkin se sent obligé de rajouter une réplique d'un personnage qui va lui demander « Can you breathe? Can you breathe ?» Voilà, faut calmer un peu le...
qui est en l'occurrence pédagogique. le personnage de l'avocat principal, qui est Mark Rylance, donc cet acteur que je Qui est trouve formidable et extraordinaire. qui est complètement sous-exploité aujourd'hui à Hollywood. On veut le voir partout. Thierry On Chaise. peut remercier Spielberg, pardon, Thierry. Oui, mais c'est vrai. Parce qu'il a été révélé, je crois, surtout dans Le Pont des Espions, c'est Exactement. ça, où il était admirable. C'est un acteur. Moi, j'ai tenu, pour vous dire, parce que, donc, encore une fois, je dois avoir l'air un peu méchant avec le film, mais c'est vrai que je me suis assez ennuyé face au film. Mark Rylance, pour moi, c'est un bonheur constant. Ah oui, et puis c'est quelqu'un qui joue tellement avec les autres, c'est-à-dire que ça c'est sans doute l'habitude aussi des second rôles, mais je trouve il a une présence dingue et en même temps sans éclipser les autres, ce qui est quand même très compliqué. Il fait pas un numéro, mais même quand il est dans un coin on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer. Son regard sur les autres est vraiment et ça dans un film de parole que d'un seul coup un comédien apporte des regards et je pense qu'il a cette fonction-là lui aussi, fait du bien à cette assemblée. Et sa voix, son timbre, sa Ouais. diction qui En sont plus. exceptionnels. C'est quelqu'un je ne sais pas s'il vient du théâtre, je ne connais pas son parcours, mais qui a quelque chose du théâtre classique, presque britannique, shakespearien. Quoi. C'est assez impressionnant. Bon, sur les acteurs, pour le coup, on peut quand même rattraper le film. Et sur la direction d'acteurs, les avoir fait jouer tous ensemble, ils viennent quand même d'univers assez différents, c'est pas mal tiré. Moi, je trouve que c'est ça, c'est rassembler des familles différentes où il y a quand même un plaisir. Alors, malgré le côté grimé, au début, fait un peu bizarre, mais il y a quand même ce plaisir à jouer ensemble. Il y a ce plaisir à donner des répliques. On peut parler de Joseph Gordon-Levitt aussi. Qui joue le procureur, Voilà. piégé. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est quand même un cinéma d'acteurs. Parce que c'est ce qui m'avait manqué dans Le Grand Jeu, par exemple. Où j'avais trouvé que Jessica Chastain était la même Jessica Chastain que dans tous les films que j'avais vus avant et dans tous les films que j'ai vus après d'elle. Là, je trouve qu'il se passe quelque chose dans ce mélange. Jérôme Momsiovic, un dernier mot. Peut-être juste un mot sur le personnage de Joseph Gordon-Levitt. Je trouve que c'est dommage parce que moi, il me manque ici quelque chose qui normalement était pourtant typiquement la patte de Sorkin, c'est-à-dire le dilemme moral de ce personnage. On aura l'occasion de parler de ça dans la deuxième moitié de l'émission avec la série sur James Comey, qui pour moi est beaucoup plus réussie justement. C'est que c'est un personnage, il y a quelque chose qui s'annonce au début du film passionnant sur son dilemme à lui, et je trouve que malheureusement le film n'en fait pas grand-chose. Les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin est disponible sur Netflix. France Culture. La critique. Lucille Como. Pour tout vous dire, on devait vous parler d'ADN de Maïwenn. Évidemment, le film n'est plus en salle. J'espère qu'il ressortira et qu'on pourra en parler parce que je crois que Jérôme Momsilovic avait très envie de vous en parler. Mais je vous ai demandé de venir avec chacun un autre film disponible en ce contexte. Thierry Chaise, vous recommandez-vous The King of Staten Island, le dernier film de Judd Apatow, sorti en DVD. Le film était sorti cet été, il était passé un peu à la trappe en France, j'ai l'impression que je ne l'avais même pas vu. Thierry Chaise. Et c'était quand même le temps des jours heureux, comme disait quelqu'un. C'était le temps où Universal, un studio, a décidé de sortir en France un film directement sorti en plateforme aux États-Unis. C'était le retour de Judd Apatow derrière la caméra. Alors, les films en France de Judd Apatow n'ont jamais des succès énormes, réalisateur ou producteur, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Adam McKay qui l'avait théorisé. Il avait dit, voilà, avec l'arrivée d'Obama à la présidence de la République américaine, tout un pan de la comédie américaine a perdu son inspiration. Et elle ne l'a pas retrouvé avec Trump parce que c'est tellement fou en soi que c'est compliqué. Et c'est ce qui se passe avec Apatow, qui faisait donc, c'est lui, 40 ans toujours puceau, c'est le producteur de Franchement malgré eux, Super Grave, qui donc a quitté ses rives du comique pour le comique pour quelque chose en registre plus dramatique. Et là donc, c'est l'histoire, alors autobiographique ou presque, de Pete Davidson, que nous, on ne connaît pas en France, mais qui est un comédien de stand-up reconnu aux États-Unis, qui joue son propre rôle, ou presque. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer son propre rôle, il joue un tatoueur en quête d'un autre Graal que de monter sur scène, qui est doué en restaurant, mais c'est la même logique. Et là où toute la puissance comique, en fait, d'Apatow se retrouve dans des petites choses, et il ose être émouvant. Il ose être émouvant tout en racontant toujours, parce que c'est toujours des films de Bond, ce personnage à travers tous les gens qui lui sont proches, sa petite amie, sa mère, et ce puzzle fonctionne. Alors c'est toujours un peu long, certes, mais ce que je trouve bien, c'est que il prend son temps pour faire récit, il n'est pas dans l'obsession justement il faut être efficace à tout prix. Moi, j'ai été extrêmement ému, j'ai découvert un acteur et j'ai redécouvert un cinéaste qui s'était pour moi un peu perdu depuis une dizaine d'années. Jérôme Momsilovic. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la fin, là, avec ça. C'est que moi, Apatow, je l'ai beaucoup aimé, beaucoup défendu au tout début. 40 ans toujours puceau, c'est un très beau film, Super Grave, etc. Et pour moi, ces deux derniers films, en tant que metteur en scène, étaient limite abominables. Mais vraiment, celui avec Amy Schumer, je trouvais que c'était assez répugnant. Ouais. Même le précédent. Et je pense qu'il s'est passé un truc tout bête ici, c'est que soudain, il a quelqu'un ou quelque chose, un milieu à regarder qui est loin de lui. C'est-à-dire loin de cette espèce d'hygiénisme indécrottable, le côté vraiment bourgeoisie Disneyland à l'américaine qui était devenu infect dans ses derniers films. Et là, soudain, il regarde quelque chose de plus crade, de plus licencieux.
Et je trouve qu'il le regarde bien, il a raison de bien le regarder parce que c'est un acteur qui, déjà physiquement, est absolument passionnant à regarder. Et moi, Il ressemble à quoi? Parce que moi, je vois pas du tout qui est Pete Davidson. Il ressemble à un jeune homme très tatoué avec des yeux très globuleux, un peu comme un Simpson, et qui est assez déchirant, vraiment. Et je trouve que l'émotion qu'on avait pu apprécier dans les premiers films d'Apatow, qui étaient des films très émouvants, soudain elle revient, mais presque un peu par la bande, elle revient d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avant, elle ressortait de quelque chose de très nombriliste, finalement, il se regardait lui, ou il regardait son adolescence perdue. Soudain, là, il regarde quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Et de ce point de vue-là, c'est presque, j'ai envie de dire, pour moi, la première fois qu'il est vraiment metteur en scène, au fond. C'est la première fois qu'il regarde vraiment. Thierry Chaz. Je suis entièrement d'accord et c'est exactement ça, vraiment. Moi, je suis d'accord sur Crazy Amy et sur le précédent 40 ans mode d'emploi où on se disait mais où il va aller quand on l'avait autant aimé, c'est terminé. C'est aussi quelqu'un qui est monté sur scène, qui a profité de ne plus tourner pour faire du stand-up et je pense que ça a aussi cassé quelque chose. Voilà, c'est le retour, enfin. Quelque chose redémarre, voilà, quelque chose redémarre. Et pour quelqu'un qui a été à ce point-là au sommet, le roi de la comédie américaine des années 2000, c'est bien de pouvoir redémarrer en 2020. The King of Staten Island, donc le dernier film de Judd Apatow, est sorti en DVD. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais qu'on vienne manger. Mais j'ai déjà mangé, moi. Et puis il dormait depuis 3 heures en plus. Oui, mais il a un camion, il pouvait m'emmener. Il pouvait nous emmener dans son camion manger. Et non, ça y est, bien mais je peux pas parce qu'il y a... Au revoir, mon amour. Jérôme, vous êtes en train d'écrire un livre sur Piala et vous avez choisi de parler de ce film Le Garçu avec Gérard Depardieu. C'est un film de 1995 qui ressort en DVD. Qui ressort en DVD, en Blu-ray. Tous les films de Piala, par ailleurs, sont censés ressortir avant l'été prochain en copie restaurée, ce qui est une excellente nouvelle. Le Garçu, moi, c'est un film qui me bouleverse complètement, pour être tout à fait honnête. Rien que cet extrait, là, c'est-à-dire que la scène de Depardieu qui déboule en plein milieu de la nuit chez son ex, qui garde leur enfant avec un gros camion jouet qui réveille tout le monde, qui est lui-même le gros camion, c'est vraiment Depardieu. Je trouve ça absolument bouleversant. En 2 mots, qu'est-ce qui est si beau dans ce film? Je pense que ça tient à une espèce de drôle de paradoxe, c'est que c'est à la fois le film, c'est un film dont on pourrait dire qu'il est le moins abouti de Piala. Ça, on le sait, lui-même s'en désolait, il aurait voulu le remonter, mais il est mort peu de temps après. Donc c'est un film qui est un peu fait de briques et de broc. Piala avait une formule magnifique pour en parler, il disait que c'est un film avec un côté pâté de sable. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est un film pâté de sable? Et paradoxalement, donc c'est un film qui est aussi probablement son plus abouti. Abouti pourquoi? Parce que ce qu'il a toujours visé, ce qu'il a toujours essayé de filmer ou de retrouver avec une grande mélancolie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la première fois. C'est filmer la vie comme la première fois. Ce qui a toujours été le modèle de Piala, c'est le repas de bébé des frères Lumière. Et le repas de bébé, c'est quoi? C'est Louis Lumière qui filme Auguste, son frère, avec sa fille, donc lui filmant sa nièce. Ce qui est essentiel ici, évidemment, c'est que Piala a eu un enfant très très tard. Il s'est toujours beaucoup intéressé aux enfants en tant que cinéaste. Soudain, il a le sien à filmer. Et ça peut paraître Parce un que peu... c'est lui qu'on entend dans l'extrait. C'est l'enfant de Piala. Voilà, c'est ça. Et Antoine. ça pourrait paraître presque un peu cucul-après-ligne de dire ça comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a trouvé vraiment sa direction chez Piala au moment où il a pu filmer cet enfant qui était le sien. Évidemment, ça veut dire qu'il le filme avec une immense mélancolie, parce que filmer cet enfant-là, c'est filmer aussi sa mort à venir. Et ce que Piala a toujours fait, c'est d'essayer de résumer cette question, qu'est-ce que c'est la vie, telle qu'on peut la filmer, en traçant une droite entre les enfants et les vieux. Dès son premier film, dès l'enfance nue, dont le titre est évidemment pas choisi par hasard, c'est vraiment ça, la nudité de l'enfance et celle du cinéma, il y a ce lien entre les enfants et les vieux. C'est tout ce qu'on peut sauver chez Piala. Tous les adultes sont tous condamnés, en gros. On peut sauver les enfants et les vieux. Et dans ce film-là, pour moi, il y a une image, il y a une double image qui fait de ce film un des plus grands films de l'histoire du cinéma français, voire plus. C'est qu'est-ce que c'est que regarder la vie? Quand Depardieu est avec son fils, qui est en train de dormir, il lui prend la main et il la regarde. Mais il la regarde vraiment comme on ausculte, presque comme un chirurgien. Il s'étonne de ce que c'est qu'une main d'enfant. Quand son père meurt, juste avant qu'il ne meure, il prend sa main et il la regarde exactement de la même manière. Et je pense que ça, pourquoi est-ce que c'est si grand? C'est parce que ça dit exactement ce que doit être le cinéma pour Piala quand il parle des frères Lumière. C'est-à-dire ce regard de la première fois sur quelque chose qui ne se donne qu'une fois, qui ne se donne que la première fois. Voilà, ça, je trouve ça absolument bouleversant. Thierry Chaz. Je suis tellement heureux d'avoir entendu cet extrait. J'en ai aussi les larmes aux yeux. C'est un film qui avait été assez accueilli durement à l'époque. J'ai vu quelques critiques, notamment dans Libération. Moi, je trouve ça, alors, outre le plaisir que j'ai en tant que supporter des Verts de voir Dominique Rocheteau jouer, et ça, c'est un plaisir coupable, qui est formidable, c'est aussi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, je dirais vraiment pas mieux, le plaisir que ce soit Depardieu qui soit là, et on l'entend, cette voix-là, que ce soit lui le relais de tout ça, lui qui accompagne Piala, c'est quelque chose qui déjà, moi, dès qu'il arrivait sur la manière dont il se tient, dont il se comporte pendant tout le film, espèce de maladresse, en effet, cet ogre qui rentre dans cette maison, j'en ai encore des larmes aux yeux. C'est peut-être son dernier grand rôle d'ailleurs, Depardieu. Il n'a pas fini. On était censé le voir pour l'instant. To be continued. Depardieu, bien sûr. Mais... Thierry Chaz, vous êtes rédacteur en chef du magazine Première, entre autres. Comment vous voyez les semaines à venir?
d'un point de vue purement professionnel, de critique? Assez vide. On attend tous la fin du mois de décembre. Moi, j'ai du mal à croire que tout se remette en route aussi rapidement. J'ose espérer que, en tous les cas, j'espère pour les films comme ADN, pour Garçon chiffon qui était sorti là, que film de Nicolas Maury, qu'on puisse repartir. Là, il y a le sentiment d'une grande lassitude de tout le monde, c'est-à-dire c'est comme un saut en parachute. Le premier nous a fait peur, mais bon, et le deuxième, on se souvient de tout ce qui s'est passé. Et le stop and go permanent, parce que la crainte, c'est on peut reprendre, mais qu'on réarrête, fait que tout le monde va être fragilisé, frileux, et qu'au bout de, que ce soit financièrement ou moralement, la seule bonne nouvelle, c'est que les tournages continuent. Alors comment ça se passe, ça? Dans quelles conditions est-ce qu'on peut tourner là? Alors, vous avez des échos? Logiquement, il faudrait que tout le monde soit testé au jour le jour. Après, il y a un problème d'assurance qui fait qu'au bout d'un moment, est-ce que c'est bien de tester les gens parce que, est-ce que c'est pas... Voilà, c'est un peu compliqué. En tous les cas, les tournages continuent. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, le problème pour le cinéma français ne va pas venir tout de suite. Il va venir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on sait que ce sont les entrées en salle de tous les films qu'ils financent. Donc voilà. Mais sur les tournages, ça continue comme si de rien n'était, pour l'instant, en tous les cas. Jérôme Momcilovic, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est une bonne question. Je vais regarder beaucoup de films chez moi. Voilà. Merci beaucoup à vous, Thierry Chaise. Merci, Jérôme Momcilovic. La critique se poursuit dans quelques instants avec des choses qu'on peut encore voir chez soi, à savoir les séries.